Merci. Dernière conférence de la journée. On vient clôturer cette journée, Hicham et moi. J'espère que vous avez passé un bon temps avec nous. On va commencer par une petite vidéo pour se mettre dans le bain. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? C'est pas de la science-fiction, ça arrive aujourd'hui, c'est SpaceX, donc c'est vraiment des choses qui se passent aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, nous, ou peut-être nos enfants, verront ça comme on voit des avions voler, atterrir aujourd'hui. Donc ça passe aussi par là, l'innovation, c'est un peu le thème de cet adjectif, c'est l'audace d'innover. Et on voulait parler un petit peu aujourd'hui de deux choses qui sont un peu différentes et qui pourraient potentiellement se compléter, c'est l'innovation et la contractualisation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'innovation, Hicham? Ouais, ça reste quand même incroyable cet événement. Moi, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être la génération où j'allais voir en fait les voitures volantes, de la génération de science-fiction, Blade Runner, Star Wars, etc., etc. En fait là, on y est quasiment, en fait, on lève le regard dans le ciel et puis on voit des fusées qui viennent de l'espace et qui atterrissent. C'est juste incroyable. Et parce que vous connaissez l'entreprise qui est à l'origine, évidemment, hein, c'est notre très cher Elon Musk de SpaceX qui a fait cet exploit-là avec ses équipes. Et moi, ma question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous savez combien ça lui a coûté de faire ça? Ça lui a coûté 4 échecs, gros échecs, hein, il a fait exploser les fusées, hein, et chaque échec, ça lui a coûté environ 10 millions de dollars, hein, rien que ça. Et oui, 10 millions de dollars, donc x 4, 40 millions de dollars, dans ces ordres de grandeur, on ne sait pas exactement précisément, mais on pourrait se dire, ah ouais, 40 millions de dollars, juste pour faire décoller et atterrir des fusées. La vérité, c'est que derrière, il a développé une connaissance, donc en fait, c'est le seul sur Terre à être capable de faire décoller et atterrir des fusées, et ça, aujourd'hui, ça vaut de l'or. Est-ce que vous savez quelle est la valeur de SpaceX aujourd'hui? SpaceX, c'est à peu près le PIB d'un pays comme Cuba, d'accord? C'est 100 milliards de dollars. C'est énorme. Mais il n'y a pas que Elon Musk et SpaceX qui ont innové. Hein. Si on peut regarder d'autres exemples, notamment chez Google, dans l'intelligence artificielle, et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, de Blake Lemoine, qui est un ancien ingénieur de chez Google, qui a été licencié de Google. Et en fait, il a fait traîner la rumeur, et ça a fait un buzz dans les médias, comme quoi il y aurait une intelligence artificielle chez Google qui serait consciente. On revient encore dans le film de science-fiction, Terminator, etc. Mais lui, il le dit. Puis évidemment, Google a démenti l'information. Mais lui, en tout cas, c'était l'ingénieur qui a passé des centaines d'heures avec un bot, un chatbot, qui était capable d'apprendre en même temps qu'on discute avec lui. Et puis du coup, les conversations tournaient autour de choses très philosophiques, notamment l'humain qui vit, qui meurt, pourquoi on est sur Terre, c'est quoi notre but dans la vie, etc. Et à un moment donné, apparemment, d'après lui, hein, l'intelligence artificielle lui aurait répondu, bah écoute, je suis conscient que je suis vivant et j'ai peur à l'idée qu'un jour on me débranche. C'est fou, hein? Donc, est-ce que c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, je pense qu'on ne le saura jamais aujourd'hui. En tout cas, c'est l'histoire de Blake. Ça fait rêver, ça fait rêver, c'est des bonnes petites histoires. Et pour avancer, il n'y a pas eu uniquement dans la technologie qu'il y a eu d'innovation, il y en a eu partout, hein, dans le domaine de la santé, militaire, dans le domaine du divertissement, de la communication, etc. Bref, il y a plein d'exemples, d'anecdotes comme ça, dans lesquelles on a pu innover, etc. Et après, ma question que je me pose, moi, c'est quoi le point commun entre toutes ces innovations-là? Comment on définit l'innovation finalement? Selon l'INSEE, la définition de l'innovation, c'est l'innovation désigne l'introduction sur le marché d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés par l'unité légale. Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, moi j'ai pas compris. En tout cas, si je devais le reformuler avec mes mots, pour moi, l'innovation, c'est à partir du moment où on change les habitudes d'un utilisateur, d'un individu, d'un groupe ou d'une entreprise. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui utilisent de manière très régulière, voire exclusive, des applications comme WhatsApp Messenger ou Facebook Messenger? Levez la main si c'est le cas. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui utilisent de manière exclusive ou très régulièrement encore des SMS? Ok, il y en a quand même pas mal. Ok. Ma blague est complètement foirée. J'essaie de te sauver, hein.
En tout cas, je suis sûr que si j'avais posé la question 15 ans en arrière, toutes les mains seraient levées, partout, au Palais des Congrès. Et en fait, pour moi, c'est ça l'innovation. C'est à partir du moment où on a changé les habitudes de quelqu'un, dans sa manière de consommer, de communiquer, etc., etc. Moi, ma question que je me pose maintenant, c'est, ok, on innove, mais du coup, à quelle fréquence aujourd'hui? Donc là, en fait, je vais vous montrer les cycles d'innovation selon Schumpeter. Donc, on voit qu'il y a un raccourcissement des cycles d'innovation. On a connu, non, pas connu, mais en tout cas, on sait qu'il y a eu l'électricité qui est apparue, il y a eu la vapeur, le chemin de fer, après on est arrivé vers l'aviation, la motorisation, puis plus récemment, puis là je pense qu'on l'a connu, c'est la digitalisation avec l'arrivée d'Internet, le développement de la technologie. Et on voit que ces cycles sont raccourcis de manière exponentielle. Voilà, on était plutôt sur des cycles où il y avait 15 ans d'écart, et puis après on les raccourcit petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la technologie est au profit de l'innovation. Aujourd'hui, même si on dit que le cycle est 30 ans pour le dernier cycle, avec la digitale, on est plutôt sur 3 ans, peut-être même moins. L'arrivée, par exemple, des réseaux sociaux, et Charles en a parlé, a un réel impact. J'ai été surpris en préparant ma conférence de demain, par exemple, que TikTok est le moteur de recherche le plus utilisé devant Google par les millennials. Voilà. J'ai appris quelque chose, je n'utilise pas TikTok, je suis déjà has-been, mais c'est pour dire, ça va très vite. Donc on offre des services, Facebook c'était longtemps le leader des réseaux sociaux, et puis il y a ce petit truc qui vient en plus pour venir changer les habitudes, comme disait Hicham, et innover. Alors, innover, ok, mais pas n'importe comment. Puis c'est là qu'on veut venir. C'est que pour innover, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une petite recette quand même à respecter. Pour ça, il faut quand même connaître quelque part le contexte dans lequel on veut innover, et connaître le besoin qu'il y a derrière ce contexte-là. C'est super important. Ensuite, il va falloir aussi proposer des solutions, et réfléchir à des livrables derrière tout ça. Pour ça, on va se mettre en marche et puis on va commencer à réfléchir à une feuille de route. Comment est-ce qu'on va livrer? Et puis, on va définir un budget. Voilà, un petit coup. Et définir différentes hypothèses, différents scénarios. Proposer une équipe. Finalement, proposer une méthodologie et des outils. Là, je pense qu'on est plutôt bien. On a cadré notre innovation. On est pas mal, mais finalement, mon innovation aussi, on l'a tué. On l'a tué avec quoi? Avec un contrat. Ce que je mets à droite, c'est un contrat. En dessous, c'est l'innovation. Ça l'écrase complètement. Alors, pourquoi aujourd'hui on prend ce virage-là? Tous nos projets prennent le virage de l'innovation. Plutôt que de s'essayer, que d'innover, que de réfléchir à d'autres solutions, on va venir chercher une contractualisation. Je vous pose la question, pourquoi le contrat? Ouais. Pour mettre un cadre, effectivement. Pour rassurer. Rassurer sur le budget, rassurer sur le temps. Oui. Parce qu'on n'a pas un budget illimité. On n'a pas un budget limité, très bon point. Excellent, j'aime ça. Concrètement, moi ça me pousse à poser la question, pourquoi on est tant attaché au contrat, Richard? Il y a un petit malaise. C'était pas bien défini. C'était pas dans le contrat. Je vais checker les notes. On était si mauvais que ça en théâtre. Bah, on va couper. Mais pour enchaîner, en fait, c'est ça. On a passé des semaines à essayer de s'entendre qui doit parler à quel moment, etc. Et au final, on passe juste à côté du truc le plus important, c'est vous offrir quelque chose, de la valeur et du coup de la connaissance à travers la conférence. En fait, tout ça là, ça nous renvoie à la science comportementale finalement. Et comme on l'a dit, c'est une question de sécurité, etc. Et surtout dans notre éducation, quand on a tous connu l'éducation nationale, on a grandi, en fait ça nous apprend plusieurs choses l'école. Ça nous apprend déjà à être éduqué, à avoir une bonne culture, et puis surtout à avoir un métier à la fin. C'est un diplôme et puis un métier. Mais ce que nous apprend aussi l'école, c'est un peu moins tangible, c'est aussi la conformité, c'est nous apprendre à être conforme au système. Évidemment, il n'y a qu'une seule manière de réussir l'école, c'est d'avoir des bonnes notes et puis à la fin avoir un diplôme. Il n'y a aucune autre façon d'être diplômé à la fin. Et du coup, ça nous apprend à être conforme. Et la conformité, c'est quoi? C'est du coup être capable de vivre dans un groupe. Parce qu'on sait tous que vivre dans un groupe, c'est des compromis. On n'a pas tous forcément les mêmes principes, les mêmes avis sur certains sujets, que ce soit politique ou quoi que ce soit. Mais du coup, on va juste se mettre d'accord pour vivre ensemble. Ça peut être en famille, des amis ou un groupe de travail.
Mais du coup, ça nous enferme dans un cadre parfois. Et moi, quand je pense à sortir du cadre, ça me fait un peu peur. Ça me fait penser comme, je sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser comme un film d'horreur des années 90, là, noir, dans une forêt, etc. Je sais pas si vous avez la même ambiance, vous aussi, quand vous essayez de sortir un peu du cadre et d'être un peu aventurier, explorateur. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai aucune envie d'être dans cette forêt-là, avec un minimum d'expérience, d'outils, de méthodologie, etc. Je pense que c'est pareil pour vous. Et bien du coup, moi, ce que je me pose comme question, c'est, quand on est dans un contexte d'innovation, c'est quoi le bon mindset à avoir finalement? C'est ça, donc ça nous a poussé à réfléchir, tout ça c'est beau, à qu'est-ce qu'on pourrait proposer, comment on pourrait prendre le contre-pied de ce contrat-là. Donc principalement, on a réfléchi avec Hicham à 4 principes, des choses qui peuvent penser être basiques, mais pour autant qui sont encore très loin de notre réalité. Donc un des premiers principes, c'est les individus ne sont pas des ressources. On l'entend encore beaucoup, les ressources, les ressources. Moi, je vois ce projecteur, c'est une ressource. Cet ordinateur, c'est une ressource. C'est les moyens qu'on se donne. Par contre, dans cette salle-là, je ne vois pas des ressources. Je vois des individus, des gens qui sont différents. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est vous motiver, vous engager. Parce que c'est grâce à vous, à l'humain, qu'on va livrer de la valeur. Ce n'est pas grâce à nos moyens qu'on a ici. Ça, c'est nos outils. Comme le disait Hicham dans sa forêt, on a des outils, c'est bien, mais on reste des individus. Et ça, on a du mal un petit peu encore à humaniser le monde du travail d'aujourd'hui. Ça vient aussi avec l'historique et puis le travail d'usine, etc., où on était des outils, nous l'homme. Mais ça a un peu changé, ça a un peu évolué. Donc livrer de la valeur avant tout. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, dans notre sketch qui a complètement foiré tout à l'heure, plutôt que de vous livrer la valeur, parce qu'on connaît très bien le sujet, Hicham et moi, on a voulu s'entendre sur ce qui parlait. Et c'est ça en fait. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à régler des petits problèmes politiques pour savoir qui a raison, plutôt que de livrer de la valeur. Pire encore, puis ça, je pense qu'on est tous dans ce même bateau-là, on va perdre du temps et de l'argent à comprendre pourquoi on perd de l'argent. C'est-à-dire qu'on perd encore plus d'argent. Et là, on se dit, mais au lieu de parler et puis d'essayer de trouver qui a raison, essayons de livrer et puis on pourra régler nos comptes après. Donc tout ça fait que oui, la valeur avant tout, ça paraît anecdotique, mais pourtant on est encore loin de ces principes-là. Tout ça tend vers une excellence opérationnelle durable. Et puis j'insiste sur la partie durabilité. Ce que apporte un contrat, vous l'avez très bien dit, c'est un cadre. Et puis ce cadre, on va l'installer dès le début. Mais si on l'installe et puis qu'il est fixe et figé, ce cadre ne sera pas durable. Les gens changent, les individus changent, les ressources ne changeront pas, mais les gens changent. Le contexte change aussi, le contexte est changeant. Donc si notre cadre, aujourd'hui, 15 novembre 2022, on le met en place, je ne suis pas sûr qu'il soit le même dans un an. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il soit le même dans 3 mois, si je pousse un peu le bouchon. Donc avoir une excellence opérationnelle, ça vient aussi avec un cadre qui est adaptatif et qui va promouvoir justement l'apprentissage par l'expérience. Et ça, je pense que c'est l'ensemble de ces 3 principes qui amènent ce 4e, l'apprentissage par l'expérience. On l'a vu avec Elon Musk juste avant, il a échoué, il s'est autorisé à échouer. Pourtant, le contrat aujourd'hui, il est punitif. On n'a pas le droit d'échouer. Moi, je le vois au quotidien, on échoue, on se fait gronder, que ce soit de part et d'autre, client, fournisseur, on n'est pas encore là. En tout cas, on échoue, on se fait taper dessus. Alors qu'en réalité, l'échec est l'un des leviers les plus importants dans l'apprentissage. Donc comment justement créer cet espace sécuritaire pour pouvoir livrer et booster notre livraison de valeur? C'est vraiment ça l'approche qu'on essaie de mettre en place à travers ces 4 principes-là. Pour ça, avant de voir le processus de contractualisation, on va essayer aussi de voir quelle place prend le contrat dans l'organisation. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà participé ou même ont été acteurs en fait du processus de contractualisation, c'est-à-dire d'amener le premier contact, c'est ça, puis jusqu'à en fait la signature? Ah, il y a déjà pas mal de monde. Oui. Je pense que vous savez aussi, une fois qu'on signe le contrat, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc c'est vraiment un moment stressant en fait, le processus de contractualisation, parce qu'on ne veut pas se tromper. Et finalement, ça reste le stade ovulaire d'un projet. C'est vraiment le point de départ, le contrat. Puis après, il y a des équipes, un programme qui s'organise, et puis l'opération s'organise pour mettre en place la solution, justement. Moi, la question que je me pose, c'est, mais en fait, quelle est la place du contrat par rapport à tout ça? Comment on fait en sorte que le contrat soit quelque chose qui nous rend service, plutôt de se retrouver dans une situation où en fait le contrat, on est piégé, et puis on nous impose des choses. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu, encore une fois, un projet où vous vous êtes dit, mince alors, qui a signé ce contrat? Qui a fait ça? Ah, il y en a qui se lèvent. Ah, c'est ça, on le vit souvent. Et
Bon, la vérité, c'est qu'au final, dans ce processus-là, pour ceux qui l'ont vécu, on a toujours une couverture qui est tirée en fait dans un sens ou dans un autre. On a le client qui essaie d'essayer de mettre dans le contrat un maximum de choses parce qu'il veut se sentir en sécurité et être sûr d'avoir ce qu'il voulait. Et puis de l'autre côté, le fournisseur qui essaie de retirer un maximum de choses justement pour lui aussi se sentir en sécurité et dire bon bah on va faire avec notre manière, notre méthode, notre manière de faire. Bah, la bonne réponse est jamais blanc ou noir, hein. On a pris des extrêmes là, mais en gros si le contrat est très présent pour ceux qui l'ont vécu, bah forcément on se retrouve dans des projets où en fait tout est déjà décidé. En fait on n'a pas le choix. C'est limite presque parfois de la dictature, c'est comme ça pour autrement. À l'inverse, quand on est dans des contrats qui sont quasiment inexistants, là, on ne sait même pas ce qu'on doit faire, pourquoi, pour qui on rend service, on ne sait pas. Voilà, c'est carrément l'inverse, on a des personnes qui sont complètement dispersées, chacun fait sa solution de son côté, il n'y a pas de cohérence, etc. Comme je l'ai dit, c'est jamais blanc ou noir, hein. C'est toujours un bon curseur qu'on essaie de placer au bon endroit. Mais est-ce que vous savez, vous, si vous devez donner une réponse ou en tout cas guider une personne qui devait faire un contrat, est-ce qu'il faudrait le mettre ce curseur-là? Plus vers la droite, plus vers la gauche? Milieu? Vers la droite. Vers la droite? Pourquoi vers la droite? À cause d'autonomie. L'autonomie, le respect entre le fournisseur et le client qui devrait être dans Yes, on parle d'autonomie. Puis dans un contexte, par exemple, industriel, automobile, admettons, on construit des autos, où est-ce qu'on placerait ce curseur? Plus à gauche? Ouais. Non, pas dans l'innovation. Régulier, là, on voit notre Chevrolet qui est régulier, on passe comme moi. Plus à gauche, tu veux Plus à gauche, standard pour être capable de. Parce qu'on maîtrise. Aussi pour l'entretien, tu veux tout le monde, si tu as une pièce à remplacer, tu veux qu'elle puisse chuter sur n'importe quelle voiture, pas que si ça commence à être trop personnalisé, des pièces qui ne sont pas identiques, ça va être difficile à remplacer. Moi, je pense que c'est contextuel. Ça va dépendre des inconnus que tu as au bout du contrat. Plus tu as un inconnu, plus tu vas avoir tendance à aller sur la droite. Moins tu as un inconnu, plus tu vas avoir tendance à aller sur la droite. Exactement. Je vais prendre une question là-bas, puis je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. La question, c'est plus à rajouter le slider de la complexité. Oui, c'est ça. En fait, derrière ça, je ne sais pas si vous êtes familier avec la matrice STSI, mais c'est un peu ça. C'est plus on relève de l'ordre du simple, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait et on sait comment on le fait, donc vraiment l'usinage, on va plus être à gauche parce que tout est déjà bien figé et justement on va s'en tenir à ce contrat. Plus on est dans l'innovation, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on ne sait pas comment on va le faire, plus on va laisser place à l'autonomie et puis se mettre un cadre un peu moins serré. Si on a une absence de cadre, alors là on est de l'ordre du chaos. Donc là on n'arrive pas à se réaliser. Puis en général, dans les projets du quotidien, notamment les projets TI, je vais prendre ça comme exemple parce que c'est quand même la majorité dans ce forum, là, on est plutôt, on navigue entre les deux, on est entre le compliqué, entre le complexe, et puis donc on va se laisser en fait justement une certaine autonomie, tout en se mettant des limites et un cadre un peu sécuritaire. Moi j'ai déjà vécu un projet où en fait il y a eu ce processus de contractualisation, donc moi je suis arrivé bien après, hein, j'ai essayé d'accompagner le projet justement pour essayer de mettre en place de l'agilité, etc. Puis du coup je me suis retrouvé sur le terrain avec ce client qui a signé le contrat, qui s'est retrouvé prisonnier de sa propre signature en fait. Ça veut dire que lui-même a essayé de mettre le plus de choses possibles dans le contrat, puis au moment où on arrive sur le terrain, ben en fait il dit moi mon besoin il doit changer parce que ma réalité change tout le temps et en fait tout ce qu'on s'est dit avant c'est plus vrai aujourd'hui. Donc au final, même ceux qui signent peuvent se retrouver prisonniers de cette chose-là en fait. Je pense que j'ai des oui par la tête, je pense que beaucoup ont vécu ça, mais c'est ça, c'est la réalité. Puis après ça fait des change requests et puis ça coûte cher et puis tout le monde est pas content. Mais tout ça en fait ça nous amène à comprendre un peu le processus du contrat. Donc je vois qu'il y en a des personnes qui sont déjà passées à travers le processus. Et je vais essayer de vulgariser ça un petit peu avec cette slide, je vais être très rapide. C'est une introduction, c'est un peu le mouillage de nuque avant la douche froide qui va suivre. Mais d'un côté, on a un client qui va exprimer un besoin. Voilà. De l'autre côté, on a un fournisseur, soit interne ou externe, qui va proposer une solution, une approche, et il va définir aussi un budget. Voilà, comme on ferait une estimation pour tout type de service qu'on ferait chez nous dans le quotidien. Puis à la fin, on se met d'accord, il y a des négociations, et puis on signe. Donc,
l'approche qu'on va dire type traditionnel, et puis je fais beaucoup de raccourcis ici, hein, vous ne voyez pas ça comme une vérité, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est ça. Donc on a une définition du contexte par le client et du besoin, on a une proposition d'approche et de service par le fournisseur de services ou produit, on a une proposition de la feuille de route et comment on va faire la chose aussi par le fournisseur, et puis aussi on va avoir tout ce qui est définition des équipes et la méthodologie. Et puis là, je vais employer un mot que j'adore, c'est le RACI. RACI, on le voit dans les contrats. Hein, c'est tel rôle va faire telle chose. On le sait déjà. Le contrat n'a pas commencé qu'on sait déjà comment on va faire. Puis le cadre, on veut SAFe, ou on veut Scrum. Là, je parle d'agilité parce qu'on est en forme agile, mais on pourrait très bien être en dehors de l'agilité et puis proposer aussi un cadre qui a été pensé par d'autres personnes qui ne vont pas faire. Donc, ici, on vient déjà définir quelque chose. On vient aussi définir beaucoup d'hypothèses contractuelles. Et ça, c'est fun parce que tout à l'heure, quand on montrait le curseur, il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que plus le... Ouh, c'est un anniversaire. C'est bon. C'est bon. Plus on est dans l'incertitude, justement, plus on est dans une autonomie, plus on va essayer de mettre un cadre plus fort. C'est-à-dire que plus c'est complexe, plus on va mettre un cadre plus fort pour se protéger. Et ça vient avec des hypothèses. Donc on a des contrats avec une tonne de clauses contractuelles qui n'en finissent plus, juste pour protéger. Et plus on se protège, plus le cadre est rigide. Ça, faut faire attention aussi. On prend le problème au contre-pied. Au final, on signe quelque chose avec un coût, délai, périmètre, mais aussi méthode fixe. On est un peu dans ce mode-là. Vous connaissez le triangle un petit peu, mais j'ai rajouté en plus méthode fixe parce qu'on le voit souvent. Dans ce qu'on propose ici, donc pareil, il n'y a pas de vérité, c'est une approche qu'on propose, c'est une approche qu'on essaye aussi de pousser à travers nos compagnies, Hicham et moi, même si on est des compagnies différentes. La définition du besoin du contexte, elle ne change pas. Il y a toujours un client qui va demander un service. Par contre, l'approche, on va la prendre différemment. On a une approche en 3 phases. On va vous épargner les 3 phases, on n'a de toute façon pas le temps d'aller aussi détailler dans le détail, pardon, mais on pourra prendre les questions à la fin. Ces 3 phases sont découverte, réalisation et durabilité. Et la phase découverte, en fait, elle va venir cadrer notre contrat. On ne va pas signer notre contrat en ayant une proposition de service, en y répondant, échange de courriel, négociation autour d'un oral, et puis c'est fini. Parce qu'au final, je peux envoyer le même courriel à Hicham ou à vous, vous allez le comprendre différemment. Donc on va essayer de co-créer ça ensemble. La phase de découverte, ça va être une phase avec un cadre fixe, une durée fixe, un coût fixe, qui va permettre en fait de réfléchir sur les objectifs, la vision déjà, les objectifs et les résultats clés à aller chercher. Et puis là, c'est plus le fournisseur qui va dire ça va vous coûter tant. Le coût et le délai deviennent des contraintes. Et je rejoins le point de tout à l'heure, où le budget est une grosse contrainte. Donc n'attendez pas que le fournisseur vous dise ça coûtera tant, mais imposez, soyez transparent. Quoi qu'il arrive, quand vous allez faire vos magasins et que vous voulez une paire de chaussures, vous avez déjà un budget en tête. Okay, vous allez au magasin qui correspond mieux à votre budget, puis après vous regardez l'étiquette, parce que vous avez un budget. Vous n'attendez pas que l'information vous vienne. Là c'est pareil, soyez transparent, parce que au final, si le fournisseur vous propose un prix, vous allez négocier parce que vous avez un prix en tête. Donc, tant que le prix est une contrainte, on va pouvoir proposer les objectifs et les résultats clés en fonction de ce coût, en fonction de ce délai. Et ça change de dynamique. On vient co-créer. Ça, c'est différent aussi. C'est plus on réfléchit de notre côté parce qu'on a reçu votre demande de l'autre. On vient co-créer autour d'ateliers, d'outils. On verra juste après. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va faire une signature d'entente avec un coût fixe, un délai fixe, mais un cadre qui est flexible. Ça, c'est important. Donc, cette approche-là, souvent, elle déstabilise un peu. On le fait pas tout le temps. On aimerait le faire tout le temps, mais elle déstabilise un peu. Et pour ça, on a besoin d'une personne qui soit neutre, qui vienne faciliter ça. Ce rôle, c'est la facilitatrice qui est ici aujourd'hui avec nous, c'est un rôle qui n'est pas encore démocratisé assez, je trouve, au Canada. La facilitation est un vrai métier dans différents domaines, et nous, on est bien utilisé pour la contractualisation. Que ce soit côté client ou côté fournisseur, peu importe, c'est une personne qui est neutre. Elle vient avec des outils, avec un cadre pour nous aider à co-créer, mais elle ne va pas prendre parti de l'un ou l'autre. Et ça, en fait, on vient justement créer une synergie entre les deux. À la fin, on va signer une entente où on est content l'un et l'autre. On s'évite les allers-retours de courriel et les négociations asynchrones. On va beaucoup plus vite en contractualisant comme ça. Et donc, comme je disais, cette facilitatrice, elle vient avec des outils, puis on voulait vous en présenter un aujourd'hui, un outil.
Ouais, exact. Et bon, les facilitateurs, hein, pour ceux qui ont déjà porté cette casquette-là, on travaille beaucoup avec des canevas, des ateliers, etc. Et là, du coup, on vous offre ce petit cadeau-là. On aimerait que ce soit un outil qui soit utilisé. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui va remplacer la documentation contractuelle qui existe déjà. Hein. C'est pas quelque chose sur lequel on va mettre sa signature. Par contre, c'est quelque chose qui va essayer de vous accompagner, en fait, jusqu'au bout, en tout cas de la prise de contact avec le client ou avec le fournisseur, ça peut être dans l'autre sens, et jusqu'à en fait toute la discussion dans le processus de contractualisation. Donc dans la partie de gauche, on a la partie client, donc c'est là où on va justement faire connaissance avec le client, on va comprendre qui il est, sa taille, ses motivations, ses besoins, etc. Et pourquoi en fait il a besoin de quelqu'un, et c'est quoi ces petites choses qu'il aimerait changer dans son quotidien qui va faire que ça va apporter de la valeur chez lui. Dans la partie de droite, on a le côté fournisseur, dans lequel aussi on va essayer de faire connaissance avec lui, qui tu es, quelle est ta taille, quelles sont tes capacités à délivrer des choses, quelles sont les personnes qui sont chez toi, c'est quoi ton expérience dans le domaine, quelles sont les solutions que tu proposes par rapport à mes besoins, etc. etc. Puis le mariage entre les deux, en fait, c'est là où on essaie justement d'aller chercher c'est quoi cette valeur-là. Pourquoi c'est important qu'on travaille ensemble, pourquoi c'est toi que je veux, et pourquoi c'est avec toi, client, que je veux travailler. Quelle est la valeur qui va rendre fiers les deux parties, finalement. Aujourd'hui, ce qui se passe, on le voit souvent, là on essaie de vous proposer un pattern dans lequel on met bien le client à sa place et le fournisseur à sa place. Parce que ce qu'on voit très souvent en fait sur le terrain, c'est que souvent le client en fait essaie de s'immiscer dans le domaine du fournisseur. Et il dit écoute, moi je veux bien travailler avec toi, mais à condition que on utilise cette méthodologie, ce rôle-là, cette manière de travailler, ces outils-là, etc. Et pareil, parfois on a le fournisseur qui s'immisce dans le domaine du client et qui dit écoute, je vais mettre chez toi un gros ERP, on passe un gros ERP, et tu vas devoir changer tes processus métiers, tu vas devoir t'adapter à l'outil, et du coup tu vas devoir changer plein de choses chez toi. Donc au final, on a comme ces deux parties-là en fait qui essaient de s'initier dans le domaine de l'autre, et au final, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une couverture qui essaie d'être tirée dans un sens ou dans un autre. C'est plutôt l'idée, en plus, c'est pas grave. Et ouais, c'est ça. Et donc le pattern qu'on essaie d'utiliser derrière, c'est celui de Simon Sinek, hein, pour ceux qui connaissent le Start with Why, hein, de son livre, et puis il est aussi conférencier. Il explique en fait que tout projet doit commencer par un pourquoi. Puis ensuite on définit un comment et un quoi. Et là on a voulu en fait utiliser ce pattern-là pour bien mettre chaque partie dans son domaine. Et clairement, le domaine client, c'est le domaine du pourquoi. C'est lui qui doit expliquer pourquoi, c'est lui qui doit expliquer ses motivations. Et dans l'autre côté, c'est clairement le domaine du fournisseur, le comment. C'est lui qui ramène le savoir-faire. Sinon, le client l'aurait fait lui-même. S'il appelle les services de quelqu'un, c'est parce que cette personne a une expertise et puis un savoir-faire. Puis, comme on l'a déjà dit, le mariage entre les deux, ça va être la livraison du poids, donc la livraison de valeur. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où justement c'était plus clair qui est le fournisseur et qui est le client finalement C'est des anecdotes. Oui, je vois ici, ça rigole. Non, tous pas. On va pas être mal à l'aise. J'avais une situation où le fournisseur finissait par imposer presque les requis d'affaires, alors que c'était. Moi j'étais côté client, c'était client qui avait ses processus d'affaires et qui maîtrisait en fait tous ces business process et tout ça. Puis finalement le fournisseur disait ah non, faites comme ça, puis ça ne fonctionnait pas du tout. À un moment, on se demandait qui était le client qui, puis ça faisait des situations assez étranges. Super intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu dans le fond, mais le fournisseur de services, en fait, essayait d'avoir la main sur les processus d'affaires qui appartenaient au client, et puis justement, se demandait si finalement c'était le fournisseur ou le client lui-même. Et ça, qui a déjà rencontré ce genre de choses? Ouais, François là-bas. Ouais. Moi, un peu à l'inverse, c'est intéressant parce qu'on était deux fournisseurs autour de la table avec le client. Puis l'autre fournisseur nous expliquait comment notre plateforme fonctionnait. Okay. C'est vraiment de toute beauté. Donc, plus il y a de parties là-dedans, plus les cercles deviennent bouillis. Ouais. Vous voyez qu'on a quand même des vécus qui sont à peu près similaires. Nous, on avait aussi, Michel et moi, une anecdote qui est assez rigolote. Et pourtant, encore une fois, pas mal fréquente. On était sur un mandat tous les deux où le Scrum Master était côté client et le Product Owner côté fournisseur. Ça veut dire que le comment était à gauche et que le pourquoi était à droite. Et là, essayer de faire comprendre à l'organisation qu'il y avait un couac,
On se dit, wow, il y a quelque chose là. Donc oui, effectivement, quand, par exemple, hier, en plus c'est une histoire vraie, hein, ça ne va pas être répété, je ne sais pas, mais hier, j'ai une panne d'électricité. C'est courant ici. Hydro-Québec sont venus dans mon jardin, puis ils ont fait les choses. Est-ce que j'étais là à leur dire, faut faire comme ci, faire comme ça? Ah non. C'est là, c'est eux les experts. Moi, je veux juste que mon électricité soit revenue, que je puisse faire à manger, etc. Donc, je ne vais pas m'immiscer dans le comment il fait. Moi, je veux juste que le résultat, ma valeur, c'est de pouvoir être chauffé et manger. That's it. Je ne vais pas m'immiscer, en plus, ça va l'agacer. Mais pourtant, on voit ça. On voit qu'on nous impose la façon de faire côté client quand on est fournisseur, et puis on voit qu'on nous impose quelque part des process métiers quand on est client par le fournisseur. Et là, ça n'a pas de sens. Oui, c'est des choses qu'on reste fréquemment. Oui? Moi, j'ai vécu le contraire. On est voulu ça, et on a dit non, il faut livrer. Et on n'a pas pris le temps de faire la vision, de se dire, OK, on se pose, qu'est-ce qu'on va livrer comme valeur en premier, puis après, eux nous viennent avec le savoir-faire. Non, il faut livrer, parce qu'il y a un contrat au bout, on a des ressources qui sont mobilisées, puis le fournisseur aussi veut son compte, il veut finir au plus vite pour passer au prochain. Donc ça, c'est mon expérience. Mais c'est une expérience que je pense est très partagée. Justement, on parle de contrat, puis on a beaucoup de contrats et pas beaucoup d'ententes de travail. On est très attaché aux ententes de travail et aux livrables qu'on doit livrer. Et puis je pense aussi, et puis je pense que je connais un peu le contexte, il y a aussi un attachement à respecter l'entente de travail avant même de passer à la prochaine phase. C'est-à-dire qu'on est dans un rush où il faut compléter celle-ci avant d'aller à l'autre. On ne se préoccupe pas de la transition, on ne se préoccupe pas du contrat qui vient après, il faut finir celui-là. Donc c'est bien, on a fini. Côté fournisseur, on est content, on a fait notre duty. Côté client, on n'a rien à dire parce qu'ils ont rempli les SLA, les Service Level Agreement. Mais la phase d'après, là c'est autre chose. Et souvent, il y a une autre équipe qui se met en place. Donc voilà, c'est malheureusement le quotidien. C'est pour ça qu'on essaie de changer ça. C'est pour ça qu'on essaye d'apporter justement ces 4 principes avec un process un peu plus co-créatif pour éviter et anticiper les prochaines phases. On le voit, ces genres de phases avec, souvent c'est ça, il y a conception générale, conception détaillée, réalisation, et puis là-dedans on se dit qu'on va être hybride agile, là je parle d'autres talk, mais, et puis on va mettre du Scrum, et puis, etc. Mais finalement on est bridé, et entre chaque étape personne ne se parle. En fait on est vraiment là-dedans aussi. Donc c'est essayer de donner un petit peu d'ouverture. Et non, c'est ok. J'ai une dernière anecdote, un truc que j'ai vécu, pas si longtemps en fait. Moi, je suis coach agile, donc j'interviens dans des organisations et des projets, etc. Et puis des contrats comme ça, j'en ai vu plein, des contrats en fait qui emprisonnent les gens. En fait, une fois, je suis arrivé et puis j'ai dit à un gars qui était représentant du fournisseur concrètement sur le projet. Et puis je lui ai dit, écoute, ce serait pas mal si on essaie de mettre en place des petits moments où on essaie d'innover certaines pratiques, etc. Puis forcément, lui m'a dit, non, écoute, il y a un contrat, il faut juste qu'on délivre le truc, là on n'a pas le temps de faire vos ateliers d'idéation, de je sais pas quoi avec vos post-it. J'exagère, mais c'était quasiment ça. Mais moi, comme je suis taquin, du coup, je suis parti voir le client. Je lui ai dit, attends, j'ai entendu des choses en fait sur le projet. C'est quoi qui est important pour toi en fait? C'est le contrat ou c'est qu'on t'apporte de la valeur? Là, il m'a fait, Richard, j'espère que ça va rester entre nous ce que tu as dit. Il faut surtout pas que tu aies ce truc-là. En fait, le plus important, c'est le contrat, effectivement. Mais c'est important pour moi aussi, la valeur. Je me demande, on fait comment alors? Donc voilà, c'est des situations absurdes, en fait. Et on sait même plus ce qu'on fait, en fait. On sait même plus où est-ce qu'on va apporter de la valeur, etc. En tout cas, il y en a plein des anecdotes. Hein. Il y en a plein. Si on doit faire un petit résumé de ce qu'on se dit, donc on a 4 principes qui vont venir nourrir l'esprit, il faut garder en tête, c'est un peu notre étoile du Nord qu'il faut suivre. On vous a proposé une approche, il y en a plein d'autres, on serait ravis de partager avec ça, mais en tout cas une approche qui soit plutôt itérative et puis co-créée, plutôt que d'avoir quelque chose de très fixe et très standard. Et puis un outil qui va aider à placer le curseur là où il faut. Donc là on disait, notre titre, l'innovation meurt au contrat. En réalité, l'innovation ou n'importe quel projet commence au contrat. Et ça, c'est super important d'avoir, le contrat va se suivre tout au long. Donc si on reste encore une fois sur les anecdotes, je parlais avec un voisin qui, lors du CPA au Canada, il me dit on a toujours besoin de suivre le budget. On a toujours besoin de suivre d'un point A à un point B où est-ce qu'on va. Oui, effectivement, on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir une absence de cadre et une absence de livrable, mais je suis en train de dire d'avoir un peu de bon sens dans tout ça pour essayer de sécuriser notre champ d'intervention de part et d'autre. Pour en revenir au RACI, tout à l'heure je parlais du RACI, c'est pareil,
qu'on ait une idée de l'équipe qu'on va mettre en place en fonction de ce qu'on doit livrer, en fonction des objectifs, c'est bien. Entrer dans le détail sur ce que doit faire, puis là on va prendre les termes agiles, mais un PO ou un Scrum Master, ça dépend au sein des organisations, ça dépend au sein même des différents projets. Il va y avoir une équipe où le Scrum Master sera différent que l'autre équipe. Donc c'est ça aussi, il faut avoir un espèce de standard tout en se laissant une certaine souplesse. Avec Hicham, on a aussi cette expérience où il fallait appliquer une méthodologie du contrat, je parle du contrat ici, jusqu'aux équipes de livraison, sans laisser un seul détail. Genre, tout était fixé et chacun devait faire ça, ça, ça et ça. Il n'y a rien qui marche. Parce que les gens sont focus sur leurs tâches, on crée des silos là où il ne devrait rien avoir, plutôt que de se dire on va créer un cadre niveau programme sur lequel on peut avoir des résultats, un suivi des résultats, le KPI, pour pouvoir justement savoir et suivre notre avancement. On va aussi pouvoir avoir un cadre niveau projet, parce qu'au sein de ce programme, il y a différents projets, pour se dire qu'on a une reddition de compte qui a aussi du sens et qu'on a une certaine efficience de livraison, sans pour autant prêter attention genre au flicage du quotidien et puis savoir qui fait quoi. Et par contre, au sein des équipes, c'est dit avec Hicham, ils s'organisent comme ils veulent. Ils ont le cadre qu'il faut et savent où aller, qu'ils fassent comme ils veulent. Non, ça n'a pas pu être fait pour différentes raisons. Et finalement, à s'en tenir à ce contrat-là, ça a fait qu'il y a eu un échec du projet, avec un reboot, etc. Donc, encore une fois, on est sur une perte d'argent astronomique. Je vous le dis, astronomique. Mais ils ont compris, ils repartent avec un contrat beaucoup plus adaptatif, comme celui-ci, plutôt que quelque chose de très très figé. Donc c'est ça aussi ce qu'on essaie de chercher à travers cette approche. Ouais. Si on devait résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, moi c'est un peu comme toi, en fait j'ai déjà eu un projet dans lequel on a dit écoute Hicham, ici on n'innove pas, hein. Ici on doit délivrer de la valeur, donc explique-nous comment on doit travailler, et allez, on doit aller vite. En fait pour moi c'est pas vrai ça. Parce que je pense qu'on a trop mis derrière le mot innovation quelque chose de trop gros, comme si innovation c'était de faire décoller, atterrir des fusées systématiquement. C'est pas vrai. En fait, innovation, c'est même des choses déjà tous les jours, en fait. Moi, j'ai innové dans la manière d'accompagner les gens depuis le Covid. On est tous à distance. Donc, je pense que tout le monde a innové sa manière de travailler, etc. Et en fait, c'est au quotidien, l'innovation. Donc, c'est quoi l'espace qu'on donne, en fait, aux gens pour innover? Parce que c'est quand même la survie du projet, cette question-là. Donc ça, c'est les premières choses qu'on a vues ensemble en termes d'innovation, etc. Puis ensuite, on a vu ensemble la place du contrat. Effectivement, le contrat, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'il est très détaillé ou peu détaillé? On a dit que c'était effectivement une histoire de curseur à mettre au bon endroit en fonction du contexte. Et là, on insiste beaucoup avec Thomas sur la question du facilitateur, ou en tout cas, vous l'appelez comme vous voulez, ou en tout cas une personne neutre qui va accompagner tout le processus de contractualisation pour faire en sorte qu'ils ne prennent pas parti, en fait, et chacun se retrouve en fait dans ce contrat. Et c'est ça. Donc, depuis la prise de contact jusqu'à la signature, il faut une personne neutre qui va justement faire rassembler les personnes, animer en fait les discussions et juste trouver le terrain d'entente pour que la question de la valeur soit la question centrale. Je me fais penser à une anecdote là, live, et je me permets, il y a du temps. Je prends la question juste après ça, mais l'anecdote c'était l'apparition de la pandémie, où du jour au lendemain on est coincé chez nous. Et je me rappelle que chez ce client-là, il n'y avait pas d'équipement, on n'avait pas les outils, on n'avait pas Miro, on n'avait pas des whiteboards, etc. Puis ça a mis du temps avant de se faire. Puis les gens, chômage technique. Ah non, moi je suis coach agile, moi il me faut des post-it. Oh non, tu sais, genre là je n'exagère pas, j'ai eu ces réponses-là. Et puis il s'est passé, je pense, au moins 3 mois là, sans que personne travaille, et puis il y a eu un gros arrêt. Alors qu'en réalité, le seul truc qu'il faut garder en tête, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec nos équipes, etc. Puis après, les outils, on peut utiliser n'importe quoi. On peut utiliser notre caméra, on peut utiliser Teams, Excel. Ouais, il n'y a pas de mal à utiliser Excel. Il est là. Il est là, on peut l'utiliser tant qu'on va répondre à l'objectif. Ça, c'est un bon point. C'est pareil, une innovation en utilisant des vieux outils. Parce qu'on l'a utilisé différemment. Donc, il y a aussi une innovation là-dessus. Je prends la question là-bas. Ouais, je t'en prie. Moi, je pense, je suis d'accord avec ton point, mais je pense qu'il faut que l'une, parce qu'elle est trop mal au tout, il faut qu'il y ait une volonté à ce qu'on ait bien déjà respecter ces principes d'une part, et parce qu'il y a toutes les parties prenantes aux alentours du contrat. Quand vous avez, moi je pense à où je suis, par exemple, quand vous avez des gens d'approvisionnement qui là disent ok, le contrat c'est tel, même si nous, parce qu'au niveau silo, là on est séparés, bon, on essaie de négocier, mais là c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait une volonté en arrière de ça,
pour pouvoir aller. Ça dépend du contexte, donc en gros, pour pouvoir aller négocier. Je pense qu'il y a ça à prendre comme considération. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Dans le même ordre d'idée, comment, je ne sais pas si je pense que cette approche-là marcherait très bien dans un cadre où autant le client que le fournisseur a un bel espace de négociation et de voir. C'est ça. Dans un contexte plus, par exemple, à l'appel d'offres, les appels d'offres publics, où le fournisseur a très peu de mots à dire, puis veut absolument gagner son contrat, puis il dit oui à tout. La marge de négociation est très très faible, et même le fournisseur peut à peine participer, en fait, il ne peut même pas participer au montage du contrat initial. Ouais. En parlant, comment on se retrouve face à ce contrat-là qui est vraiment plus qu'imposé quelque chose au final. Et bon, après, il y a différentes formes pour faire des inventaires, des signatures, etc. Mais comment C'est une excellente question. Ouais. Alors, la question, en fait, la question de Leïla, en fait, c'est dans un cas de réponse à appel d'offres, RFP, standard, où c'est ouvert au public, on doit essayer d'être agressif dessus, proposer une approche, puis il n'y a pas forcément de négociation ici. Et ça, en fait, c'est ce qu'on vit au quotidien, notamment moi, c'est mon day-to-day. On essaie de proposer une approche qui soit un peu floue, volontairement, mais en proposant tout un tas d'activités, avec les 3 phases. Donc on va proposer une phase de discovery, qui pour nous c'est un périmètre coût délai fixe, en fonction de l'appel d'offres en question. Puis ici, en fait, on va avoir des ateliers de co-création pour comprendre un peu où est-ce qu'ils veulent aller. Derrière, on est quand même sur une expérience d'entreprise. Donc on sait à peu près l'ordre d'idée des choses. Donc on va commencer à proposer aussi un coût, parce qu'on est obligé de proposer un coût, donc je passe par là, qui va prendre cette contingence, basée sur notre expérience. Tout ça, c'est pour arriver en fait au niveau des euros. On veut être sélectionné pour pouvoir avoir les euros. C'est comme ça que fonctionne une réponse à appel d'offres pour ceux qui ne connaissent pas. Puis les euros, c'est le premier moment en général. Des fois, il y a des sessions de questions-réponses où on interagit avec le client. Puis là, on peut vraiment donner la force de cette phase de discovery qu'on veut proposer pour pouvoir réajuster le tir. Et quand on build le contrat, on va builder sur un prix, etc. Mais après, on se dit qu'à la phase discovery, le contrat peut être revu. Et ça, en fait, ça fait la différence. C'est-à-dire qu'on se met d'accord déjà sur une entente, parce qu'on ne peut pas faire forcément from scratch, on a quand même des choses à respecter, mais d'ailleurs, on se donne la souplesse pour pouvoir modifier le contrat avant même de commencer la réalisation. Et c'est comme ça qu'on joue en fait un petit peu, c'est avec les hypothèses externes, on essaie d'éviter de se créer trop de rigidité, tout en essayant de gagner l'offre, parce qu'on ne peut pas passer à côté, parce que les autres, ils ont fait l'offre parfaite, que personne respectera, on le sait. Donc, c'est ça. J'avais une question, une anecdote. Moi, je suis plutôt du côté fournisseur. Et comment on fait, quel discours tu peux avoir quand il y a un client qui n'a pas envie de jouer le jeu? Il n'a pas envie de sauter dans le bain, il n'a pas envie de faire de la co-conception, de la co-création. Pour lui, il a un plan de structure comme si tu avais une maison. Il te la donnait, il dit bah, moi, dans 6 mois, je redonne ça. C'est une excellente question. La question, c'est qu'est-ce qui arrive si le client n'est pas ouvert à ce genre d'approche? Là, il y a différentes réponses. Je ne peux pas donner une réponse claire, mais on n'y va pas parce que c'est risqué, ou alors on y va parce qu'on veut faire du business développement avec eux, et puis on va proposer quelque chose et on va essayer de jouer justement sur la deuxième phase qui est la réalisation, parce que du coup on n'aura pas la phase de découverte, pour essayer de mettre la valeur en premier. Donc on va utiliser des techniques, on va utiliser des workshops qu'on va faire dans le day-to-day avant même de proposer cette phase de découverte pour pouvoir les aider au day-to-day. Aujourd'hui, je suis encore appelé sur des choses qui sont signées depuis longtemps, puis on voit le mur qui arrive, puis là on appelle mon équipe, et on essaie de faire en sorte que le mur, là, on va se le prendre mais de manière plus soft, et que tout le monde soit content. Donc il y a ça aussi. Je peux juste ajouter quelque chose, peut-être ça répond à d'autres questions. Moi, si je suis fournisseur, je me pose aussi la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec ce client-là? Si je suis client, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de travailler avec ce fournisseur-là? Donc au final, pour revenir aussi à la question d'avant, c'est sûr, on ne changera pas le monde avec ce talk-là, etc. Les gens continueront à faire des contrats comme avant, etc. Puis il y aura encore des échecs et de l'argent perdu, etc. Et nous, on cessera de dire que l'agilité, on ne cessera pas de dire que l'agilité en fait est très importante pour les projets, puis même indispensable. Mais c'est la même chose en fait. On ne cessera pas de dire que le processus de contractualisation, c'est le point de départ d'un projet, c'est le point de départ de tout, et c'est super important. Il faut être très conscient de ce qu'on fait, etc. Donc en fait, c'est toujours une question d'influence, de discours qu'on porte. Et moi, qui suis aujourd'hui effectivement moi-même côté fournisseur,
Mais je n'ai pas envie d'aller vers des clients qui n'ont pas envie de travailler comme ça, parce que déjà, ça ne lui rend pas service, mais ça ne me rend pas service à moi aussi. Et je pense que si on fait tout cet effort-là, à un moment donné, les gens se retrouveront en fait avec ceux qui ont envie de travailler comme ça, puis d'autres autrement. Une question ici. En fait, elle peut faire partie de l'un ou l'autre, mais le facilitateur est un vrai métier, puis je vais laisser Hicham en parler parce que lui-même fait partie des facilitateurs.com, puis la journée de la facilitation en mars, je fais de la pub pour toi, t'as vu ça? Mais c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, je vais laisser répondre. Non, mais en quelques mots, il y a un sujet très important sur ça, c'est, moi je le répète tout le temps, en fait, que ce soit sur le métier de facilitateur, bref, cette neutralité-là qu'on cherche à avoir, et en plus en ce moment, avec le Covid et puis tous les médecins qu'il y a derrière, il y a le sujet du conflit d'intérêts. Et clairement, si on va amener un facilitateur côté fournisseur, il y a un conflit d'intérêts dans l'un et dans l'autre, en fait, clairement. Et c'est pour ça que moi j'ai créé ma société de facilitateurs, si vous voulez. Non, mais il n'y a pas de bonne réponse, mais la question de la neutralité, elle est centrale, parce qu'effectivement, si on amène quelqu'un qui va essayer de... en disant « Ah, je suis facilitateur, je suis neutre », et en fait, il va tirer une couverture, clairement... Mais dans le métier, ça vient avec des outils. En général, le facilitateur, il est neutre. Quand on est venu sur cet engagement tous les deux il y a quelques temps, on était côté fournisseur, right? Pourtant, on a dit des choses qui ne plaisaient pas aux fournisseurs, parce qu'on est neutre. On vient soulever des choses. On essaie de prendre à cœur notre métier. Alors forcément, on ne dit pas tout. Alors, on essaie quand même de se protéger, mais on dit le nécessaire pour que ça aille mieux. Donc, c'est pour ça que c'est un métier, ça vient avec des outils, ça vient avec des choses, et puis on fait ça ensemble en groupe, client pour fournisseur, et ça, il faut avoir une ouverture d'esprit de part et d'autre. C'est-à-dire que côté client, on est capable d'entendre des choses qui ne vont pas côté fournisseur, et côté fournisseur, on est aussi capable de se mettre un petit peu à nu face au client. Je dis ça parce que généralement, on tape sur le fournisseur, mais c'est aussi l'autre côté client. Okay, c'est aussi client, et il peut aussi avoir cette rétrospection. Donc, oui, il y a un conflit d'intérêt, mais on a les outils qui essaient d'aider. De base, dans ce métier-là, il y a des principes à respecter. On n'est pas facilitateur si on n'est pas neutre déjà. Clairement, dans une salle, quand on anime un atelier, on est neutre. On ne prend pas parti de quelqu'un ou d'une autre personne. Quand on fait une résolution de conflit, ou peu importe, en fait, la neutralité est très importante dans ce rôle-là. Maintenant, il y a la théorie, il y a la réalité du terrain. Si on vient côté fournisseur, forcément, il y a de l'influence, de la pression, etc. Bon, après, c'est comment on a envie de prendre ce rôle-là sur le terrain concrètement. Bon, bref, il n'y a pas une réponse toute faite. Il y a une question ici, puis après, il y en a une dans le fond aussi, je crois. Oui, je me demandais, parce que vous avez donné pas mal d'anecdotes sur ce qu'il ne faut pas bien faire, mais avec ces canaux-là, combien de contrats vous avez signés? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que ça vous a, où ça vous a emmené en fait? Très bonne question. Avec ce genre d'approche, où est-ce que ça nous a amené? Oui, effectivement. Le dernier en date a été clôturé pour ma part au mois de septembre. Et ça s'est très bien passé. On a eu cette première phase de Discovery, on a venu cadrer ça. Et puis à la fin, on a codifié en fait ensemble les livrables de ce qui était possible avec le coût qui nous est donné. Et en fait, ça change une dynamique. On a eu zéro risque d'être en retard ou d'échec ou quoi que ce soit, parce qu'on avait déjà défini un peu le scope ensemble et puis tout le monde était à l'aise. Et puis on s'est laissé une contingence aussi de part et d'autre. Donc on a utilisé la facilitation, les workshops pour remplir, c'est pas ce Canva-là, celui-là il sort de notre tête, on utilise d'autres chez nous comme on utilise aussi chez toi. Mais on est venu en fait cadrer ça pour ensuite proposer l'approche de cette phase 2. Et puis la phase 3, c'était une phase qui était très très rapide, parce que l'objectif pour nous, Hicham et moi, dis-moi si je me trompe, mais c'est d'être de servir à rien. C'est-à-dire que l'objectif quand j'ai le client, c'est de le rendre autonome. C'est-à-dire que si je ne sers plus à rien, c'est que j'ai rempli ma mission. Donc ça, c'est aussi beaucoup ce qu'on essaie de faire, c'est rendre le changement, l'évolution, peu importe, durable. Et ça passe par cette troisième phase qu'on a très peu parlé, la durabilité. Par contre, ça m'a aidé à prendre une décision importante à un moment donné, je crois que c'était avant que j'arrive au Québec. Je discutais avec un client, en fait, on essayait de mettre en place un contrat d'accompagnement. Et en fait, plus on avançait, plus je m'outillais avec ce genre de Canva pour construire l'entente. Plus on avançait dans la discussion, plus je me rendais compte qu'en fait, ça ne va pas le faire entre nous. Parce que moi, j'ai une manière de travailler, et là, il est en train de me dicter à moi comment il faudrait le faire. Pas que j'écoute pas le client, mais bon, vous avez compris. Et du coup, ça m'a aidé en fait à prendre une décision, à dire bon, bah stop, on arrête là. Je pense que
peut-être qu'un autre partenaire doit pouvoir vous aider, quoi. Ouais, ça aide en fait à prendre des décisions aussi à un moment donné dans le processus. On peut s'arrêter parce qu'on sent que ça prend la mauvaise direction. L'aide à la décision, je pense que c'est le fin mot de notre travail, c'est aider à la décision, ça c'est important. Je ne sais plus dans l'ordre, je sais qu'il y en a ici, là-bas, ça fait longtemps. J'avais la question de Madame de tout à l'heure. Ok. C'est parfait. Juste une intervention par rapport à la période de discovery, elle est importante, je pense. Moi, pour plus être du côté client, peut-être plus pousser le client à réfléchir à cette période-là, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le client, souvent, quand il arrive, c'est déjà défini le budget. C'est déjà défini, on va plus en arrière, c'est tout un processus de changement, peu importe la vision de changement. Peut-être la période de discovery, c'est plus, en fait, c'est influencer le client à ce qu'il soit plus, pousser plus la réflexion au niveau, que vous arrivez plus tôt, en fait, dans le process. Pour qu'on puisse avoir une ouverture en termes de marge de manœuvre budgétaire. On a des clients même là qui nous disent, toute transparence, là je suis en train en ce moment de travailler avec ça, nos compétiteurs le font, on veut le faire, mais on ne sait pas pourquoi, pas de vision, pas d'objectif. Ils ont signé seulement une phase de discovery avec nous, pour les aider à faire ça. Effectivement, on le fait beaucoup. Dans ma compagnie, on fait beaucoup d'implémentation aussi de RP, ou ce genre de choses. J'ai été appelé récemment sur 3 programmes, juste pour faire des workshops de discovery, pour justement créer le contrat. Donc on n'est même pas encore dans une phase de contractualisation, on sait qu'on veut travailler ensemble, on est en train de co-construire le contrat. Donc ça c'est ce genre de phase 1 là, on essaie souvent de la pousser en interne, même si elle est isolée, qu'il n'y a pas la phase 2, mais en tout cas on essaie d'aider le client à réfléchir. Surtout, il y a comme, quand on a dit, des fois on ne sait pas qui est qui. Des fois on a des fournisseurs qui imposent des choses aux clients, puis les clients se sentent comme genre, c'est moi le client. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que la ligne est quand même mince. Des fois on n'a pas le choix en tant que fournisseur déjà c'est notre rôle de recommander, c'est-à-dire si tu veux ça, il va falloir que tu t'adaptes, sinon on ne pourra pas y arriver. Et que la ligne est quand même mince, il ne faut pas non plus avoir peur de dire non, il faut tout accepter. Bien sûr. Parce que c'est le client et le client est roi. C'est dans notre rôle aussi de le faire changer. Tout à fait. Et c'est pas d'imposer, mais c'est que le contexte fait que si on veut ça, on n'a pas le choix d'aller dans cette direction-là, plutôt que celle que vous voudriez, monsieur le client. C'est ça, mais c'est toute une question de curseur. Oui. L'inverse est vrai aussi, dans le sens où si le client est intéressé par un fournisseur qui travaille en mode itératif incrémental, livraison agile, transparente, j'aimerais ça que mon fournisseur soit capable de le faire. C'est ce que je recherche dans le cadre de livraison. Mais là, ça peut créer des syndromes d'imposteur parce qu'il y a des fournisseurs qui vont prétendre être capables de le faire, mais ils vont faire tout croche. C'est pas plus évident. Mais c'est des bonnes questions, puis je reviens encore sur cette phase de découverte, où justement, c'est là où on essaie d'identifier les acteurs clés. On n'est pas sur un RACI, attention, on est sur les acteurs clés. Qu'est-ce qu'on a besoin côté client pour le faire? Nous, fournisseurs, on a le comment. Mais par contre, il va falloir qu'on ait un coup de main du côté client, et inversement. Donc on est plus sur une connaissance de part et d'autre, et des rôles clés qu'il faut avoir, mais pas dans un RACI. Puis même dans l'opérationnalisation, les rôles et responsabilités, c'est quelque chose qui fluctue, c'est quelque chose à revoir de manière assez fréquente. Donc là, il y a plein d'outils, encore une fois, sur les rôles et responsabilités. On essaie d'éviter le RACI au maximum, on essaie d'avoir des standards. Il y a quand même un standard un petit peu à respecter, c'est comme un contrat, c'est où mettre le curseur. Donc à chaque fois, il n'y a pas de réponse, ça dépend. Voilà. Est-ce que dans cette phase de co-définition, les équipes qui vont être chargées de livrer de la valeur, donc les équipes de développement, elles sont incluses? Parce que, par expérience, ce que j'ai très souvent vu, c'est qu'en fait, c'est les big boss qui décident entre le contrat, ils signent, puis après, tout se ramasse au niveau des équipes, des petites mains, finalement. Puis c'est elles qui subissent, aussi bien côté fournisseur que client, la pression du contrat, puis même si elles ont toute la bonne volonté de vouloir améliorer la collaboration entre équipes des livraisons, derrière on se fait dire par des directeurs ou quoi, ah non, ça vous pouvez pas le faire, c'est pas dans le contrat, vous pouvez pas faire ci, ça, même changer le processus, on en parlait de la méthodologie tantôt. Mais toute cette justement dans cette phase de définition, il y a vraiment l'ensemble des parties prenantes, si je peux dire ça comme ça là, vraiment, en fait l'ensemble des personnes qui vont être impliquées. Qui est impliqué dans cette co-construction? Tu te rappelles, on nous a dit, écoute, dans ce projet, les sprints c'est 4 semaines et c'est pas autrement. On nous a amené, on nous a dit, quoi, tu veux le projet, mais par contre les sprints c'est 4 semaines. Ça change pas. On touche pas à ça.
Puis ça a été décidé par... C'est les équipes qui ont dit ça? Ah non, ça a été décidé, comme tu dis, par des gens qui... au board de directeur, en fait. Mais qu'est-ce qu'un board? Pourquoi un directeur dit ça? C'est quoi le but, en fait? C'est ça. Mais en gros, ça dépend vraiment de comment tu réponds à cet appel d'offres. Et encore une fois, le fournisseur, je pense, a un rôle à jouer aujourd'hui. Je pense que le plus gros travail côté fournisseur pour essayer aussi d'amener le client, parce qu'on ne sait pas forcément. Le budget, c'est pas les personnes qui vont faire, qui vont l'avoir. Okay, c'est les dirigeants, c'est les leaders, etc. Donc c'est eux qui vont chercher l'appel d'offres et c'est eux qui vont chercher un fournisseur. Maintenant, le fournisseur, dans ses rôles clés à avoir, c'est lui qui doit savoir. Si c'est quelque chose, un livraison de projet, peu importe, là oui, avoir des joueurs clés qui sont du terrain. Si c'est un changement organisationnel, genre transformationnel, complet de l'entreprise, bah moi j'aime bien avoir des leaders, pas forcément encore les gens qui font là, parce qu'on est vraiment à un très haut niveau, mais avoir des leaders de différentes lignes d'affaires, notamment les RH qui ont un rôle à jouer, les finances, marketing, pour avoir les bons joueurs clés. Puis après, on va aussi, quand on va commencer cette phase-là, quand on a fini cette phase-là de discovery, donc on est sur quelque chose de très très gros, on va refaire des phases de discovery, mais là où on veut aller. Et là, on va commencer à inclure les joueurs. Donc il y a différents layers dans l'entreprise. Dépendamment du layer où tu es, tu vas impliquer les bons joueurs. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte où tu es. Et on va essayer de faire du plus macro au plus détaillé, du mieux possible. Donc il n'y a pas encore une fois de bonne réponse, c'est que du bon sens. Mais ce bon sens-là, il faut le déclencher. Et je pense que le fournisseur a un rôle crucial à jouer. Et le client doit aussi se laisser porter par le fournisseur. On n'est pas que des tyrans. Il reste 5 minutes, peut-être une, deux questions max. Ouais. Oui, c'est la première. Question super rapide. On parle d'avoir un facilitateur qui est indépendant. Donc, indépendant du client, indépendant du fournisseur. Mais qui paie pour ce facilitateur indépendant. Généralement, c'est le client. Donc, il y a un certain leverage de la part du client. On parlait là, de tirer chacun avec le receveur, le fournisseur. Mais le facilitateur indépendant, payé par le client. C'est ce qu'on disait, il n'est pas forcément indépendant, le facilitateur, malheureusement, il va être d'un côté ou de l'autre, parce que même s'il est indépendant, anyway, quelqu'un va le payer. Donc, il y aura. C'est le rôle qui est neutre. Okay, nous, on le propose le facilitateur et on veut qu'il soit neutre. Donc, on va éviter que ce facilitateur-là prenne part pour l'entreprise. Il doit être le plus neutre possible. Parce que c'est un risque. S'il dit, OK, je vais prendre part à mon entreprise et puis je vais faire comme ça, on va faire chez nous, ben, il nous met un risque aussi parce que finalement, il n'a pas joué son rôle de facilitateur. Il va mal cadrer la chose, et puis après on va payer. Tu sais, au final, quand on perd de l'argent, c'est de part et d'autre. Il y a la réputation, il y a les conflits politiques, il y a tout ça rentre en compte. Donc c'est le rôle qui est neutre, mais oui, il doit être d'un côté ou de l'autre. J'ai une question slash remarque, en tout cas moi de mon expérience personnelle. Ce qui va te permettre d'aller chercher ce type de contrat, c'est justement quand tu respectes une des valeurs de l'agilité, la collaboration avec le client plutôt que la contractualisation. C'est-à-dire que toi, en tant que fournisseur, tu vas chercher une relation de partenaire avec ton client et non pas une relation de fournisseur-client. Donc si tu es dans cette dynamique de partenariat, ça devient tout de suite beaucoup plus facile de mettre en place toutes les choses que vous venez de dire, que vous venez de chercher. Donc c'est là qu'il faut aller chercher un... Ça, c'est quelque chose qui est vu comme un monde en commerce, et on dit on veut être partenaire de son client. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et une fois que tu as cette confiance, que tu as cette chose qui s'est créée, tu peux aller chercher des clients. Et encore une fois, aller chercher le client qui a envie de travailler comme ça. Et côté client, aller chercher le fournisseur qui a envie de travailler comme ça. J'avais une question pour rebondir sur la question du facilitateur. On se pose beaucoup la question qu'il soit neutre, de quel côté il est, etc. Est-ce que c'est envisageable d'avoir deux facilitateurs, un des deux? Potentiellement. C'est pas un rôle qui doit être... C'est pas encore démocratisé ici, donc c'est sûr qu'on a déjà du mal à en avoir un. Mais si on en a de part et d'autre, ça peut être une super option, effectivement. J'aime bien à condition qu'on ne reproduit pas la petite guéguerre de tirage de couverture entre ces deux personnes-là, sinon on tourne sur le principe, ouais, c'est une bonne idée. Je crois qu'on arrive à la fin. J'ai une question. Parce que vous dites que vous venez de France, et moi aussi je viens de France, mais j'ai pas du tout vu ce genre de facilitation pour le contrat. Vous n'avez pas croisé Charles? Non. C'est le roi des réseaux sociaux. Il est sur Twitter, il est sur... Ouais, je suis quand même assez surprise qu'en France, c'est quasiment automatique, ça se fait. Mais moi, j'ai jamais entendu. En France, si tu veux, le rôle de... Dis-moi si tu es plus jeune que moi ici.
en fait, c'est une des casquettes du coach agile, souvent. Puis l'agilité est quand même différente d'ici. On s'en rend compte dans la pratique. Donc cette casquette de facilitateur, elle est quand même pas mal attribuée au coach, parce qu'il y a différents types de coach. On a le coach produit, on a le coach organisationnel. Moi, je suis un coach organisationnel. J'ai bien travaillé sur la systémique. Puis en France, j'étais quand même beaucoup facilitateur. Ici, le coach agile, c'est plutôt le gars qui va venir implanter safe. Je grossis, je suis désolé pour les coachs qui sont ici, mais souvent c'est un peu ça, c'est quelqu'un qui a mis en place une méthode de travail. C'est en train de changer, grâce à ce forum-là en plus. Je vois la dynamique, mais ouais c'est ça, c'est plutôt mais Hicham il a sa corde de facilitateur et puis ils en font vraiment un vrai métier. Ouais. Après c'est très répandu ce rôle-là, en vérité ça... Enfin, en tout cas, moi à l'époque, quand je connaissais pas encore ce rôle-là comme un vrai rôle qui se différencie des autres, en vrai, j'avais la casquette. Et je le faisais pas comme. J'ai pas envie de dire métier, parce que c'est pas le cas, mais je le faisais pas exclusivement ce rôle-là, facilitateur. Ouais, c'est ça. C'est des facilitateurs qui sont dans les milieux sociaux, mais plutôt dans ce sens-là, dans les milieux plus. On ne parlait pas dans l'informatique, là, c'est plus les milieux où il y a plus de... Exact. Quand on regarde l'historique, bon, on n'a pas beaucoup de temps là pour développer cette question-là. On est les derniers, il ne faut pas nous pousser devant. C'est bon. Mais en 30 secondes, en 30 secondes, on a quelqu'un qui, à l'époque, travaillait beaucoup sur la dynamique des groupes, qui s'appelle Kurt Lewin. Et en fait, lui, on va pousser la question de comment travailler avec un groupe, etc., comment les accompagner. Clairement, à un moment donné, on a amené ce rôle de facilitateur. En tout cas, lui, il appelle ça de leadership, etc. Mais au final, quand on regarde dans le détail, c'est presque la même chose. Et puis dans le domaine médical aussi, de la santé, je parle d'à l'époque, on a beaucoup amené ce rôle de facilitateur pour essayer justement de faire des ateliers et puis accompagner la recherche, etc. Donc ouais, clairement, c'est pas un rôle qui est né dans le monde de l'IT, non, c'est bien avant. Voilà, après, il faut s'intéresser au sujet puis creuser. Écoutez, Thomas et moi, on vous remercie en tout cas. Oui, merci beaucoup. On remercie les bénévoles, on remercie Agile Tour. Ça fait plaisir en fait d'avoir un événement là comme ça en présentiel. Là, ça faisait très longtemps et moi ça me fait plaisir de voir des vrais visages. Donc en tout cas au plaisir de continuer les discussions. Là, on a mis nos contacts à l'écran. On est là. Et je laisse le mot de la fin à Thomas. Écoute, non, merci, c'est ça, t'as tout dit. Connectez-vous avec nous, et puis si vous avez la moindre question, conseil, on serait ravis de poursuivre la conversation. En général, on est très actifs avec Hicham sur les réseaux, à répondre, même se rencontrer autour d'un café ou quoi que ce soit. On peut le faire maintenant en présentiel aussi, donc avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Thomas. Bonjour. Enchanté, c'est vrai, je suis chef produit chez Hydro-Québec. Ok, enchanté, merci beaucoup. Moi j'aimerais bien voir ton CNC.